Bienvenue à tous dans Ciné Série et compagnie qui fait sa rentrée. Et croyez-moi, toute l'équipe a hâte de vous offrir une nouvelle saison riche en émotions, en rencontres et en petites pépites de tout genre. Cette semaine, pour ma part, je vais vous emmener à la rencontre de Gustave Kervern et Benoît Delépine afin de savoir ce qui leur a donné envie d'offrir le rôle principal de leur nouveau film NDE à l'écrivain Michel Houellebecq. Charlotte, elle, a deux missions. Vous expliquer comment on écrit une série historique et se mettre au fourneau, enfin plus exactement cuisiner le pâtissier Christophe Michalak sur sa boulimie assumée de cinéma et de série. Ça se soigne, docteur. Enfin, Stéphane a rendez-vous avec le réalisateur Christophe Honoré pour une leçon de mise en scène placée sous le signe de métamorphose. Je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, l'actualité du petit et du grand écran n'attend pas et quand c'est la piquante Isabelle Claire qui fait son choix, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, s'amuser, voire même sortir du rail. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. In the south of France, her restaurant had no equal. Les recettes du bonheur, c'est le coup de cœur de la semaine. In this restaurant, the cuisine is not an old, tired marriage. It is a passionate affair. Le film est américain, en ce moment au Festival de cinéma de Deauville, réalisé par un Suédois. I want to buy this restaurant. Il parle de cuisine indienne. Begin! Et qui trouve-t-on aux côtés de l'immense Hélène Mirren? Charlotte Le Bon. Yes, honey. Madame Mallory knows in just one mouthful if a chef has the potential to be great. Après le chocolat, la Salström nous régale d'un savoureux choc des cultures à travers une délicieuse cuisine. Mais n'allez pas au cinéma à l'heure du repas, vous pourriez manger votre voisin. Always up there like a queen or something. You flatter me. You seduce his mind with your tasteless sauces. That is called subtlety of flavor, and that is what he will learn in my kitchen. I added some spices. Why change a recipe that is 200 years old? Maybe 200 years is long enough. Parce que ça nous sidère toujours un peu plus chaque année, voici les acteurs de séries américaines les mieux payés en 2014. Les 3 premiers rôles de The Big Bang Theory reçoivent chacun $1 million par épisode. Oui, ne me faites pas répéter. Puis c'est Mark Harmon, alias l'agent Gibbs de NCIS Enquête spéciale qui touche $525 000, suivi de très près par Kevin Spacey dans House of Cards avec $500 000 par épisode. Et ensuite les laissés pour compte qui arrachent péniblement quelques centaines de milliers de dollars et en 9e place de ce classement mondial suspense, Mimi Mati avec 250 000 €. Eh bah ouais. I've been away for half my life. It's just a stupid mistake. So what's your next caper? All I'm looking for is a simple life. Welcome home, Billy. So I understand you're the parole officer for William Garnett. That's right. He's a loose cannon. You recognize this guy? Yes. Stay away from him. You have been given a second chance. I need you to put those bitches in their places like you did that deputy. Stay away. La bonne surprise DVD de la semaine ressemble à un polar américain avec Forest Whitaker et Hervé Kettel, sauf qu'il est signé par le français Rachid Bouchareb, réalisateur d'Indigène et Hors-la-Loi, entre autres, et nous l'avons rencontré pour vous. J'aime bien des préparations très longues. Je raisonne un peu comme Harvey Keitel l'avait fait sur le film, c'est-à-dire, il me disait, je veux voir le décor de mon bureau, avant le tournage, bien sûr, et il fait le tour du décor de son bureau, il s'assoit dans le fauteuil. Il a envie que le décor aille avec le personnage qu'il interprète et qu'il y trouve de la vérité. Ça, c'est essentiel pour moi. Les musulmans chez les cow-boys et la rédemption par l'amour pour un film qui fonctionne sur la longueur. Soyez patients. Keep the piece of shit away from our kids. The law is the law. Un bruit court comme quoi HBO, Martin Scorsese et Dennis Lehan développeraient en ce moment une série préquelle au film Shutter Island dans lequel jouait Leonardo DiCaprio. Scorsese a déjà réalisé 2 pilotes de série comme celui de Boardwalk Empire dont la dernière saison débute ce week-end aux États-Unis et que vous pouvez voir dès le lendemain sur OCS. Quant au casting mystère, mais Léo ne devrait pas être de la partie so sad. Si j'enfile
j'enfile aujourd'hui mon costume de super-héroïne, c'est pour rencontrer un duo de réalisateurs qui ne fait vraiment pas du cinéma comme tout le monde, Gustave Kervern et Benoît Delépine. Depuis leur premier film en noir et blanc, Altra, jusqu'au Grand Soir, qui réunissait Poulvord et Dupontel, ils multiplient les instants de poésie et de folie pour amuser, dénoncer et souvent décontenancer. Dans quelques jours, vous allez découvrir le nouveau Kervern-Delépine, ça s'appelle NDE, et l'acteur principal n'est autre que l'écrivain Michel Houellebecq. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, c'est ce qui les attire, ce qui les séduit chez cet homme-là. Qu'est-ce qui fait de Michel Houellebecq l'objet de leur désir cinématographique, bien entendu. Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Je souris aux plaisanteries de bureau. Un miracle, en somme. Et tout ça s'est effondré. On s'embrasse ou pas? Et la présentatrice, elle est... Ah, c'est vous? Mais oui. Pardon. C'est parce que je suis petite. Regardez, j'ai du mal à atteindre votre stature. On dit souvent qu'un réalisateur a une forme de désir pour l'acteur à qui il va demander d'incarner son personnage. De prime abord, c'est pas évident que Michel Houellebecq soit un objet de désir. Donc, je me suis demandé, à vos yeux, ce qu'il avait rendu désirable. Ah ben, je sais pas, non, justement, c'est un désir, mais une pulsion qui va beaucoup plus loin que le désir. C'est quasiment sexuel. C'est une envie atroce. Mais la question est super importante, parce que c'est vrai que de passer un tournage entier, puis aussi le montage, avec quelqu'un, physiquement, un acteur ou une actrice, il faut qu'il y ait un réel désir, parce que sinon c'est pas possible, c'est insupportable. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours basé nos films et notre envie d'écrire sur l'envie de travailler avec des gens. Il n'y avait qu'un personnage dans le film, donc il fallait qu'il tienne 1h30. C'est pas un comédien. Il fallait qu'il ait un espèce de charisme quand même pour tenir à l'écran pendant tout ce temps. Et lors de ces interviews, c'est vrai qu'on le guette, on peut le regarder pendant longtemps. Il fait partie de... C'est comme Depardieu, quoi. C'est des gens qu'on peut filmer comme ça. À rien faire. À rien faire et qui arrivent à tenir la route. Alors pour nous, c'était du pain béni, au contraire. C'est là que j'ai merdé. J'ai toujours tout pris trop au sérieux. Nous, on n'osait pas trop lui demander s'il avait appris le texte. C'était notre grande interrogation. Et pendant toutes les vacances, on s'appelait en disant « Tu crois qu'il a appris le texte ?» Je dis « Bah attends, t'as vu, il est sérieux. Il était arrivé quand même avec le texte, notre texte relié, parce qu'il a une machine à relier chez lui. Il avait mis les photos de la montagne Sainte-Victoire. Il avait fait tout un petit dossier, tout ça. » Je lui dis « C'est sûr, il a appris le texte au cordeau. Moi, j'en suis persuadé. » Mais on n'osait toujours pas lui dire. Donc... Puis comme on ne fait pas d'essai, tout ça, et on a envoyé un petit message à l'ingénieur du son, on dit « Essaye de savoir quand même s'il a appris le texte. » C'était quand même... minimum, parce qu'il y avait des sacrées tartines. Donc là, il nous renvoie un SMS en disant « Non, il n'a pas appris le texte. » Mais il me dit avoir une mémoire immédiate. Et effectivement, alors là, notre grande surprise, c'est-à-dire un quart d'heure avant le début du tournage, il se met dans un coin, et il réécrit à la main le texte, et il l'apprend... à la virgule près, au mot près, comme ça, en un quart d'heure. Un rêve de réalisateur. Hé monsieur, là, faut pas boire l'eau de la piscine, elle est pas potable. M'en fous, je suis mort. Et vous en avez jamais marre l'un de l'autre? Non, on est vraiment tellement complémentaires. Et puis un tournage, c'est quand même très difficile. Surtout que nous, on prépare jamais à rien. On fait pas de storyboard. Donc il faut tout inventer sur place, trouver les axes de caméra, etc. Et d'être deux, c'est quand même... quand il faut aller vite, trouver les choses assez rapidement, on se regarde et puis tout de suite il y a quand même un truc complètement dingue dans notre histoire. On a chacun, enfin on l'a écrit à 50-50 le film, donc il y a certains monologues qui sont de Gustave, certains qui sont de moi, mais c'est quand même fou d'écrire chacun de son côté
de s'envoyer les trucs l'un l'autre, de tout mettre dans un certain ordre, et qu'on se dise, tiens, c'est le même personnage qui parle. C'est étonnant, quand même. Quand on est réalisateur, en fait, dès qu'on arrive sur un plateau, alors là, quand il y a 25 personnes, c'est 25 personnes, mais je suppose que quand il y a 600 personnes, c'est 600 personnes qui regardent avec des yeux ronds vers toi en disant « alors ?» quoi. Et ça, c'est quand même... Il faut répondre à tout le monde et tout, donc c'est un pataquès. Enfin, il faut quand même... t'as intérêt à avoir eu tes idées avant de tourner, quoi, quand même. Et donc, nous, c'est vraiment ça qui, parfois, provoquait des tensions, c'est que on sentait qu'on n'avait pas encore vraiment notre idée, ou parfois pas du tout, de placement de cadre, de choses comme ça. Et puis, on avait toute cette pression-là qui nous tombait dessus, et donc on n'avait plus le temps de faire le principal. Et le pire, c'était quand même le tournage de Mammouth avec Gérard, parce que là, on s'est dit, Gérard, s'il arrive et que c'est pas prêt, c'est la cata, quoi. Donc, on arrivait... C'est un laser, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, par contre, il sait exactement... qui fait quoi en 3 heures, et il faut pas qu'il y ait une faiblesse parce qu'il la repère tout de suite et il vanne le mec ou la nana, mais pendant... Donc on s'était dit, on arrive 2 heures avant de commencer le tournage, c'est-à-dire qu'au lieu de, si on commençait à 9 heures, on était à 7 heures en train de chercher les... Mais lui, sauf qu'il arrivait souvent à 8 heures, et là on l'entend à 100 mètres. Oh, et là on voit son scooter arrivait à 200 mètres. Oh là, ça y est, c'est trop tard. Donc ça dépend des acteurs, en fait, aussi. On a presque l'impression que vous aviez peur de trop vous installer, et que du coup, vous avez voulu revenir à un truc... On avait envie de retrouver ce plaisir de partir en petite équipe. On était 7 en tout. Comme le premier film qu'on avait fait, qui s'appelait Altra, on était 10 dans une camionnette. On avait envie justement de retrouver tous les deux aussi, en tant que réalisateurs, une espèce de joie de trouver des choses, d'être peinard, d'être tranquille, de pas subir les événements, de pas aller toujours voir les acteurs pour leur dire ça va bien. Au début, on le faisait avec Michel, mais on a vu qu'il s'en foutait complètement. Donc, après, on le posait sur un rocher. C'est extraordinaire. On peut le poser quelque part. S'il a son paquet de cigarettes, on le retrouve 2 heures après, toujours là, pas de problème. Il demande jamais... Non, c'est un acteur rêvé. Hein, je dis ça aux autres réalisateurs qui seraient tentés par Michel Houellebecq. C'est vraiment... Mais même en termes de qualité, enfin de gamme d'hôtel, lui, si même une niche où il a le droit de fumer, ça lui va, hein, pas de problème. Kerr Vernet de Lépine ont vraiment vécu leur rêve jusqu'au bout. Near Death Experience, c'est Houellebecq, à chaque plan. Cette semaine, Ciné-Série et compagnie a voulu savoir quels sont les secrets d'une bonne série historique. C'est Michael Hurst, le scénariste des Tudors et de Vikings, qui nous les délivre. What I've tried to do in my career is to connect the past to the present so that the issues people are dealing with resonate with people, have some meaning to people. You know, even if it's a very simple thing like Henry VIII, and how we sold that to Showtime and how they sold it to the world was, here's a young guy, he's inherited his father's company. It's a really difficult company to run. He's also married to an older woman, and he meets a younger. Will you not come to bed, my lord? His Majesty's coming! I come here this day to introduce to you my new wife. It seems incredible to have obtained such a perfect jewel of womanhood, who bears towards me such perfect love. To Queen Catherine. Do you know how old she is? 17. But not writing documentaries. If I was doing a documentary, I'd do something completely different. But everything I do, at least, is based in my reading of historical material. So I always start with the reality. Do you really want to fight again? Yes. They will either fight or I will hang them by the wayside. I come to your bed tonight. They should know that we do not lack the courage to fight to the death for justice. For King Henry
For England! And for St. George! As a writer, as a dramatist, you're looking for drama, you know. But I'm not interested in fantasy. I don't take it into fantastic places. And if I push the characters or their relationships, I do two things. One is I consult our historical consultant, who's an expert on the Dark Ages, and run it by him and say, is this plausible? Does it work for you? You know? And then it has to be truthful. You're not looking for accuracy. Accuracy doesn't matter. It's a drama, you know. It's not. You're not doing an exam on historical source material. But what you want is truth, some emotional level, and some authenticity. Shield wall! Shield wall! We were looking for a look that felt authentic but pushed the envelope. And Tudors, that in fact it was slightly some years ahead, because some years ahead is the Renaissance and the costumes are better. Tell me you can't imagine her without her clothes on. I am not so used to everyone looking at me. My lady, you must give men leave to look. There's no help for it. I do get a little mad at this idea that there is history and then there is contemporary life, and that these are different in some ways, because, you know, I grew up in the 60s. Well, the 60s are alive in me, you know, and the 60s was like that far away, so, but it's history. At the same time, tomorrow, this conversation is history. You know, we're all historical, and so I don't think in those terms at all. For me, it's a very living, breathing, organic subject matter. Revisiter le passé a toujours fasciné les cinéastes. Ici, c'est Martin Scorsese et son Boardwalk Empire, et désormais c'est Steven Soderbergh qui nous plonge dans les expérimentations médicales du début du XXe siècle dans The Knick. We live in a time of endless possibility. More has been learned about the treatment of the human body in the last 5 years than was learned in the previous 500. Steven Spielberg, quant à lui, travaillerait sur une mini-série centrée sur la signature du Civil Rights Act par le président Lyndon Johnson en 1964, à suivre. Cette semaine, l'invité de l'Extra Interview, c'est Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, boulimique de sucre, de séries et de cinéma, et il nous reçoit dans son atelier Masterclass. C'est quoi les films de votre enfance? Alors, le premier film que j'ai vu, c'était Superman, figure-toi. Après, j'ai vu Le chat qui venait de l'espace. Ça doit être en 77 et des trucs comme ça. Ouais. Non, ça vous dit rien, ça. C'était un gros nanar. Et puis après, bon, j'en ai eu beaucoup plus par la suite, mais bon, tous les Disney, bien évidemment. Et après, j'étais très cassette vidéo. D'ailleurs, c'est marrant parce que je fais des cassettes vidéo en chocolat fourré maintenant et des cassettes audio. Et dans cette culture de cassettes vidéo que j'avais à peu près 300 films de référence. Qui va de Vol au-dessus de Nid de Coucou à La poursuite du diamant vert. Enfin voilà, c'était très éclectique. Puis moi, j'ai toujours aimé les films de gagnants, donc bien évidemment les Rocky. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un, ou les Tom Cruise, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu loser à la Risky Business. Voilà, ce film Risky Business, moi, ça m'a beaucoup plu parce que Tom Cruise était un gamin qui est un peu loser, qui n'est pas très bon à l'école, puis finalement trouve sa voie à travers le business. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, et je pense que tous ces films, quelque part, m'ont poursuivi à travers ma carrière et ont fait l'homme que je suis maintenant. Donc il y a des personnages que vous avez vus qu'on peut un peu considérer comme des modèles ou des moteurs
Ah mais total, moi je parle toujours de Sylvester Stallone avec Rocky Balboa, ça a été, je me rappelle, moi j'étais très jeune, hein, j'avais 11-12 ans lors du deuxième Rocky, parce que le premier je l'avais loupé au cinéma. Ben voilà, ça a été quelque chose d'énorme, quoi. Quelqu'un qui se bat contre lui-même et qui arrive à vaincre enfin, voilà, les meilleurs du monde. Donc moi ça m'a vraiment porté et c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré dans la vie active et c'est comme ça que j'ai présenté aussi le championnat du monde de la pâtisserie. Ça a été un petit peu, voilà, j'étais un peu le Rocky Balboa de cette profession. Je me suis préparé en tout cas comme un boxeur pour préparer ce concours et pour le gagner. Donc voilà, c'est un peu moi tout ça. Et c'est quoi votre rapport du coup, parce que là on parle de héros, votre rapport aux anti-héros, ces gens qu'on nous pousse à aimer sans qu'on le veuille, alors que c'est quand même souvent des pourris, les Tony Soprano, les Dexter, Breaking Bad que vous avez beaucoup aimé. Oui, c'est assez étonnant, mais c'est bien fait, c'est très bien écrit. Je pense qu'il y a un travail d'auteur qui est vraiment magnifique. Et puis c'est vrai que Breaking Bad, on se laisse en fait entraîner, tout simplement. Avec cet acteur qu'on a déjà vu dans plusieurs séries, qui finalement là est métamorphosé, il est rasé, il lui arrive tout et n'importe quoi. Et en fait, plus il touche le fond, plus on a envie de l'accompagner. WW. I mean, how you figure that is, huh? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White? You got me. Comment vous êtes arrivé à la série? En zappant En fait, ce qui est très désagréable, c'est que moi j'ai une vie compliquée où j'ai très peu de temps. Et en fait, lorsque quelque chose vous plaît, vous avez du mal à revenir tous les samedis soirs pour regarder votre série. Donc ce qui est intéressant maintenant via le net, c'est qu'on peut acheter des séries. Et moi, je me nourris de ça. Et quand une série vraiment me plaît, je prends en cas Les Revenants, où j'ai regardé le premier épisode avec ma femme. On a pété les plombs en une journée. On a regardé je crois qu'il y a 9 ou 10 épisodes, je m'en souviens plus. On a regardé 10 épisodes. J'étais scotché total. Voilà. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Vous avez une petite tendance à la boulimie, quoi. Oui, je suis boulimique de sucré dans la nourriture et je suis aussi boulimique de films. En fait, je pense que j'aurais peut-être pas rêvé d'être réalisateur de cinéma, mais en tout cas, tout ce côté artistique me plaît beaucoup. Mais vous, à travers ce que vous créez, à travers vos desserts, vous vous exprimez, vous créez une œuvre artistique. Est-ce que vous avez un storytelling en tête? Est-ce que vous racontez une histoire? Alors parfois oui, j'explique une histoire qui est très propre. J'ai voulu développer les religieuses et les développer différemment. Il y a plus de 10 ans de ça. Et là en fait j'ai une idée cinématographique, j'ai une idée du gendarme et gendarmette, où à un moment donné j'avais cette idée de deux finesses qui conduisait avec une sorte de nonne en fait, et cette nonne avait une ursuline autour du cou, cette sorte de drapé autour du cou qui est très majestueux. Et j'ai créé en fait une sorte d'ursuline en crème au beurre un peu fripée, qui a donné en fait énormément d'élégance à ma religieuse. Ça a été cette création en fait qui m'a propulsé à travers les médias. Ça a été vraiment, voilà, tout le monde venait goûter cette religieuse au caramel beurre de sel et surtout venez découvrir cette religieuse qui était super sexy avec cette ursuline complètement nouvelle, quoi. Donc vous réunissez quelques métiers du cinéma. Vous êtes un peu scénariste, vous êtes metteur en scène, même ici, quand vous mettez en scène ce que vous créez. Peut-être. Moi, ce qui est important, en tout cas, pour toucher les gens dans l'émotion, c'est de raconter des histoires. Et ici même, lorsque je donne un cours, je raconte toujours des histoires. Un gâteau est lié à une histoire, à une émotion vécue dans un pays ou vécue à travers quelqu'un, ou certainement parfois vécue à travers un film, tout simplement. On parle de toute une génération là, de séries et de films méta, c'est-à-dire des œuvres qui font beaucoup de références à d'autres éléments de la pop culture et qui, du coup, appellent le spectateur à se dire « mais bien sûr, du coup, je suis hyper proche de ce réal parce que moi aussi, je regardais ça ». C'est quelque chose qui peut vous faire aimer encore plus un film? Mais complètement, c'est exactement la même chose dans la gastronomie. On essaie de toucher ce qui nous provoque des émotions, toucher à l'enfance. Donc, quelqu'un qui est de ma génération, automatiquement, va plus me séduire. Et en fait, ce qui m'excite le plus dans les séries comme au cinéma, c'est de rentrer dans le cinéma sans savoir ce que je vais voir. Je me rappelle du Sixième Sens de Michael Night Shyamalan à New York. Je travaillais à New York, c'était en plein été. Je rentre dans la salle est frigorifiée, il fait 19 degrés dedans. Je suis en petite chemise, là, j'ai très froid. Je regarde ce film, je me prends une claque. Voilà, il y a des films comme ça qui vous marquent à vie et je trouve que le cinéma et la vidéo est génial pour ça, quoi. Donc vous faites hyper attention de ne pas traîner sur Internet pour ne pas être spoilé sur les séries. Il y a quelques épisodes de Game of Thrones, je pense qu'il y a des gens qui ont été menacés de mort en balançant ce qui se passait. Non, il ne faut pas. Et ce qui est génial parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Game of Thrones, ce qui est génial, c'est qu'ils ne s'interdisent rien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pré-scénario mâché où on se dit, ah bah attends, lui c'est le héros, on va le voir jusqu'à la fin. Non, non. Même Ned Stark dans les premiers épisodes, je crois qu'au 3e ou 4e, bam, il se fait tuer. C'est dingue. Moi je me rappelle l'émotion que, avec ma femme, on se regardait, on se dit, c'est dingue, mais c'est pas possible. Le héros, ils sont fous. Et en fait, à chaque fois, voilà, tout peut arriver. Donc il ne faut pas s'attacher au personnage parce qu'il peut se faire tuer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de culot dans cette j'allais dire comédie, il y a beaucoup de culot dans ce film. Il y a beaucoup de culot dans cette série. Et moi, j'applaudis, je trouve ça génial. Et puis, en même temps, on ne peut pas sauter un épisode. Il faut vraiment être accro, bien suivre l'histoire parce que très vite, on peut perdre pied. Pour moi, ce genre de série, c'est un repos et c'est en même temps beaucoup de loisirs. Donc voilà, je me pose, j'allume et voilà, je vois du spectacle. Vous arrivez à vous reposer devant Game of Thrones? Bah ouais. C'est balèze. J'arrive presque même à m'endormir parce que je le regarde tard le soir. Et quand je le lève très tôt le matin, voilà, j'ai une capacité à dormir qui est assez phénoménale. Mais voilà, ma femme me raconte la suite. Merci beaucoup, Christophe Michel. Merci à vous, Charlotte. Je suis contente. Ah, si c'est une heure, alors là c'est une autre chose. Yes, sir. I'll call you back, Gustav. Right. Stand by. I beg your pardon. Do you prefer to walk? We're right here. It's very simple. Straight down the corniche, then left. Jojo, see the gentleman. Si vous l'avez loupé, séance de rattrapage en DVD pour The Grand Budapest Hotel, dernier délice visuel de Wes Anderson, inspiré de l'œuvre de l'écrivain Stefan Zweig et d'une certaine Europe des années 20, celle qui vit monter le fascisme. Et exquise cerise sur ce petit gâteau, c'est notre Alexandre Desplat national qui a réalisé la musique, celui-là même qui préside la Mostra de Venise cette année, du jamais vu pour un compositeur, bravo à lui. Vous l'avez découverte sur OCS, elle sort en DVD et on l'adore. Mini-série de qualité, c'est une aventure humaine au fin fond du Klondike, région canadienne qui généra une formidable ruée vers l'or à la fin du 19e, inspirant au passage Jack London, Jules Verne ou encore Charlie Chaplin. Autour d'une rivière prometteuse, deux amis d'enfance tentent de faire fortune au péril de leur vie dans un territoire inviolé aussi magnifique que dangereux, peuplé de courtisanes, d'hommes de loi fourbes et d'autochtones bafoués. C'est beau comme du cinéma et parfaitement interprété, c'est produit par Ridley Scott, c'est court, c'est facile à suivre, plongez. Ne cherchez pas le film d'animation parfait, on l'a trouvé pour vous. La suite de Rio et de sa belle paire d'Ara amoureux qui déménagent en famille en pleine jungle amazonienne. Adieu la ville! Tu te rends compte, on les a trouvés. Sens du rythme et exotisme autour d'un bestiaire merveilleux plein de perroquets bleus. En avant la musique. Fais gaffe à toi, barbare! Il est accroqué. Et puis au box-office de l'été, saluons Luc Besson et sa société EuropaCorp qui a explosé les compteurs outre-Atlantique avec la série Taxi Brooklyn diffusée sur NBC et inspirée de sa saga Taxi. I'm a cop, Detective Sullivan, 125th. Thanks, Avery. Take care of the dog. No, Sullivan, no! Sullivan, you are not driving! Et la belle Lucie, bien sûr, qui a dézingué The Expendables 3 et les Gardiens de la Galaxie en 5 semaines avec 200 millions de dollars de recettes, inspirant au passage les frères Farrelly pour les très attendus Dumb et Dumber. La classe américaine, quoi. Lucy. Le screen parfait, c'est celui de Christophe Honoré, enfant terrible du cinéma français, ambitieux pour certains, prétentieux pour d'autres. Ce Breton d'origine cinéphile éclairé est-il véritablement doué pour tout et notamment pour les métamorphoses? Elle est très compliquée pour moi, cette question. Critique polémiste des cahiers du cinéma, écrivain, réalisateur, il s'est longtemps protégé derrière ses maîtres. Demy,
Truffaut ou Buñuel qu'il cite en filigrane dans son cinéma pour raconter le tragique de l'existence. Parmi ces 9 longs métrages, ce sont les chansons d'amour sorties en 2007 qui présentent le mieux l'essence même de ces histoires. L'amour, le sexe, la famille et le deuil. Des thèmes qu'on retrouve dans son nouveau long métrage dans lequel il mise sur les ressources de la mise en scène mais aussi de ses acteurs et du montage pour construire son univers. C'est un film qui n'est pas mon genre. Par rapport aux films que j'ai pu faire, qui étaient quand même principalement des histoires sentimentales ou des histoires familiales, là on en est très loin. Je t'enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. C'était une volonté, en tout cas pour moi, de me retrouver dans un état un peu d'innocence par rapport à plein de choses et de me confronter à des choses que j'avais jamais faites. Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Io, transformé en génisse par Jupiter? Pour ce nouveau long métrage, Honoré change d'air et le territoire de sa fiction. Son film tourné à 90% en extérieur, ce qui est rare, met en scène des acteurs non professionnels et les plonge dans les mythes gréco-romains dans lesquels les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Et toi, t'es qui? Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Pour la jeunesse! Je suis Bacchus. Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les vacances. L'idée même de Métamorphose, c'est très très proche de l'acte de filmer. Le principe du métamorphose, de changement de forme, comment on passe d'une forme à une forme nouvelle, c'est une assez bonne définition en fait du cinéma. C'est-à-dire qu'on filme quelque chose qui n'est pas du réel, parce que ça, moi, c'est faux à partir du moment déjà où vous cadrez quelque chose, où vous choisissez un endroit, des gens pour être devant une caméra, c'est pas du réel, c'est du théâtre. Et que de ce théâtre-là, vous espérez qu'il va se passer quelque chose de l'ordre de l'alchimie, enfin pas de l'alchimie, d'une transformation en fiction ou en moment de cinéma ou même en plan tout simplement. Et donc dans le projet même de Métamorphose, finalement, c'est aussi une réflexion sur la définition même du regard du cinéaste. C'est ça être un dieu? Est-ce que vous cadrez vos films? Non, je me suis jamais autorisé à cadrer mes films. Pourquoi? C'est certainement un complexe de louper les cadres ou de se dire, bon, alors, moins maintenant numérique, mais avant vous vous dites, ah mince, j'ai décollé mon œil de l'œilleton, donc du coup ça crée un truc et tout ça. Il y a une espèce d'idée comme ça que vous n'avez pas les compétences techniques. Or c'est pas vraiment ça, c'est plus une assurance. Le cadre, c'est une question d'assurance. C'est un complexe et en même temps, j'aime bien l'idée de décider de la focale, de regarder une répétition un petit peu comment ça se passe, puis après d'enchaîner les prises et de pas du tout savoir, de pas avoir vérifié le cadre de chaque prise, quoi. J'ai interdit tous mes chefs-op d'avoir des combos enregistreurs. Je ne supporte pas l'idée qu'on s'arrêterait en cours de prise, de travail, pour aller vérifier le cadre. Vous avez tourné essentiellement en décor naturel ou périurbain. Et je me dis que la mise en scène, à ce moment-là, pour ce film, c'est de restituer un espace. J'aime bien l'idée que le décor ait un sens, dans une idée de scénographe presque. Enfin, alors qu'il ne soit pas un sens trop lourdeau, c'est bien. Mais oui, j'aime bien. Après, dans le film, est-ce que... Si, déjà, c'est un choix, le fait de dire que ces dieux n'apparaissent que dans des lieux périurbains, dans des terrains vagues, dans des lieux relativement peu filmés au cinéma, dans des lieux un peu abandonnés comme ça, qui sont que des lieux de passage, c'est forcément un choix. Mais par exemple, vous voyez dans la scène de Narcisse qui démarre en fait avec cette partie de basket où j'ai choisi de filmer que les pieds d'abord en fait sur le... Et puis après, je filme que les spectatrices, mais uniquement avec les cheveux, etc. Et puis, hop, finalement, après, il y a une espèce de plan séquence un peu plus long où Narcisse réunit en fait les deux lieux, le lieu du masculin qui était le lieu de l'action a priori et le lieu féminin des jeunes filles qui regardaient, et qui correspond évidemment à Ovide, où on dit Narcisse est partagé entre le masculin et le féminin, et avec des désirs portés sur lui qui viennent autant du masculin et du féminin. C'est des choix de mise en scène, mais
Le décor était essentiel, hein. Mais je me suis pas senti redevable, par exemple, de me dire il faut absolument qu'on comprenne comment fonctionne cette cité. Just go back to bed. Watch that TV set with posh girls cry and sleep. Narcisse, donc, c'est ce jeune homme qui a un problème avec lui-même, pour dire vite. Et qui se parle à lui-même, qui a une idée de lui-même, de sa beauté. Et donc, la première idée de mise en scène, ce serait de le mettre face à un miroir. Forcément, il se regarde et du coup, il pense quelque chose de lui. Et je me suis dit que c'était plus intéressant d'utiliser, pour le coup, le regard caméra, la caméra comme miroir, et d'aller sur un Narcisse qui s'adresserait à la caméra comme à lui-même, pour évoquer justement son problème. Je vois bien qu'il y en a qui s'intéressent à moi. C'est comme s'ils se sentaient capables de m'aimer. Comme s'ils espéraient découvrir l'intérieur de mon âme. Quelque chose. Un truc comme un secret. Et après, donc on le retrouve sur le haut de l'immeuble. Alors normalement, Narcisse, il se noie dans l'imagerie de plein de gens. Donc il y a l'idée de la chute. Et je voulais que... Parce que le moment de la métamorphose, c'est la chute. Parce qu'après, il se transforme en fleur, c'est compliqué. Et je me suis dit, comment réussir à faire un rythme, en fait, où je peux avoir une chute. Sauf que si vous filmez une chute en temps direct, vous voyez rien dans un plan. Donc j'ai choisi, en fait, ce slow motion très, très ralenti. Et je le fais, en fait, accordé à non pas un ralenti, mais quelque chose qui ressemble à un ralenti, qui est le time-lapse de la fleur. Et ça, c'est vraiment un truc de montage. C'est-à-dire comment passer d'une image ralentie à une image qui semble pour le spectateur ralenti, mais qui est en fait l'inverse d'un ralenti, qui est plutôt un accéléré. Et puis ça, voilà, une fois que j'avais un peu l'idée de ça et que je l'ai mis en place, c'était une métamorphose possible, voilà. Pourquoi filmez-vous ? Elle est très compliquée pour moi, cette question. Et très honnêtement, si je devais être sincère, ce qui n'intéresse pas grand monde... Si, en tous les cas, nous, là. Je pense que je filme parce que je n'arrive pas à écrire. Si je me pose vraiment la question de pourquoi tu consacres autant de journées à filmer, je m'aperçois, c'est parce que les journées que je consacre à écrire ne donnent rien. Alors que finalement, les journées que je consacre à filmer donnent un film. Donc pour l'instant, je continue à filmer. Christophe Honoré aura bientôt l'occasion d'inventer d'autres formes de cinéma et peut-être répondre à cette question, puisqu'il sera prochainement en tournage d'un film avec et sur des enfants. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. En ces jours de rentrée, un petit rappel des règles s'impose façon maîtresse d'école. Vous pouvez revoir cette émission sur OCS Go, Dailymotion ou encore YouTube. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Benoît Poulvorde, Marie-Claude Pietragala et Bertrand Bonello. Salut! Je sais que vous faites une collection des pieds de gens, non? Vous êtes podophile? Non, fétichiste des pieds. C'est-à-dire que je constate que certains acteurs et réalisateurs aiment faire leurs interviews pieds nus. Nous avons déjà eu le pied de Guy Pearce, le pied de Viggo Mortensen. Je dis des choses que je ne devrais pas dire, mais lorsque j'étais ado, je prenais une cuillère de crème de marron que je trempais dans le lait Nestlé et je me tapais un pot de chaque devant plein de films. J'aimerais bien pouvoir répondre pourquoi filmez-vous, parce que j'ai envie de raconter la métamorphose des formes en des corps nouveaux.